Bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder une question qui hante, je pense, pas mal d'entrepreneurs et de créateurs. Mon produit est bon, je sais qu'il peut aider les gens, alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de le vendre? On a un peu l'impression de crier dans le vide parfois. C'est le paradoxe classique. On passe des mois, des années à perfectionner un service, un produit, et puis, bah rien. Le marché ne suit pas, et on se dit que c'est une question de marketing, de pub. Exactement, et c'est là que notre source du jour devient intéressante. On a entre les mains des extraits de 100 millions d'offertes d'Alex Hormozy. C'est un livre qui prétend que la réponse, en fait, elle est presque jamais dans le produit lui-même, elle est ailleurs, dans l'offre. Notre mission aujourd'hui, c'est de voir s'il a raison et de décortiquer sa méthode pour construire, je cite, des offres que les gens se sentiraient stupides de refuser. Et c'est important de le préciser tout de suite, son approche, ce n'est pas d'apprendre des techniques de manipulation ou de vente agressive, pas du tout. L'idée, c'est de créer une valeur tellement évidente, tellement massive, que le prix devient presque une simple formalité. Hormozy part d'un postulat assez fort. Le business, c'est pas une loterie. C'est un jeu de compétences. Et si on maîtrise les bonnes compétences, on peut faire basculer les probas en sa faveur. Un peu comme si on devenait la maison au casino, quoi. J'aime bien cette idée de ne plus compter sur la chance. Alors, par où on commence? C'est quoi le concept central de sa méthode? Tout tourne autour d'une idée qu'il appelle l'offre grand chelem ou grand slam offer en anglais. La métaphore vient du baseball. Un grand chelem, c'est ce coup de circuit qui fait marquer 4 points d'un coup. Et ce qu'il explique, c'est qu'un coup comme ça ne demande pas forcément plus d'efforts qu'une frappe ratée, mais le résultat est. Exponentiellement meilleur. Et en business, c'est la même chose. Apprendre à structurer ses efforts pour un résultat maximal. Et il a des chiffres pour prouver que ça marche pour lui. Parce que c'est facile à dire, mais dans les faits. C'est là que ça devient assez fou. Il avance un chiffre pour l'ensemble de sa carrière, un retour sur investissement publicitaire de 36 pour 1. Pardon? 36 pour 1. Concrètement, ça veut dire que pour chaque dollar dépensé en pub, il en a récupéré 36. Attends, 36 pour 1. C'est C'est astronomique. La plupart des entreprises seraient aux anges avec 3 ou 4 pour 1. Est-ce que c'est vraiment réaliste pour quelqu'un d'autre que lui? C'est la grande question. Il prétend que c'est le résultat d'une méthode reproductible, pas d'un talent inné. Et pour nous convaincre, il ne se contente pas de chiffres, il partage une histoire personnelle très, très forte pour montrer d'où il vient. Ah, ça m'intéresse. Donc on n'est pas face à quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Loin, loin de là. Il raconte que la veille de Noël 2016, il est au fond du trou. Il a tout perdu, il n'a plus de logement, il dort par terre dans un bureau. Il est complètement brisé. Et c'est à ce moment-là que sa partenaire, Leila, lui dit une phrase qui va tout changer pour lui. Elle lui dit: «Je dormirai avec toi sous un pont s'il le fallait.» Waouh, ça c'est un soutien inconditionnel. Exactement. Et le plus incroyable, c'est ce qui se passe après. 12 mois plus tard, un an seulement après avoir touché le fond, il est à la tête d'un portefeuille d'entreprise qui génère 1,6 million de dollars par semaine. Par semaine? Par semaine. Et il attribue cette transformation spectaculaire à une seule et unique chose, sa nouvelle maîtrise des offres. D'accord, l'histoire est puissante. Ça nous oblige à prendre son concept au sérieux. Mais alors qu'est-ce qu'une offre, selon lui? C'est pas juste le produit, j'imagine. Non, et c'est le point de départ crucial. Pour lui, l'offre, ce n'est pas le produit, c'est l'ensemble de la transaction. Les biens, les services bien sûr, mais aussi les modalités de paiement, les garanties, les bonus, la rapidité, c'est tout ce qui compose l'accord entre le vendeur et l'acheteur. Il oppose ce qu'il appelle les services banalisés, commoditized en anglais, tu sais, un produit si commun qu'on ne le choisit que sur le prix, comme du sel. Oui, comme du sel ou du sucre. Voilà, il oppose ça à son concept d'offre grand chelem. Et concrètement, ça donne quoi comme différence? Il a un exemple chiffré? Oui, et il est très parlant. Il prend le cas d'une agence de marketing lambda. Disons qu'elle investisse 10 000 $ en pub pour trouver des clients. Dans un marché compétitif, elle va peut-être signer pour 5 000 $ de contrat. Donc elle est en perte de 5 000 $ au départ en espérant rentabiliser sur le long terme. C'est le modèle de beaucoup d'entreprises, oui. Perdre de l'argent pour acquérir un client. D'accord. Maintenant, il compare avec une offre grand chelem. Même investissement de 10 000 $, même audience. Selon lui, une offre bien structurée peut générer jusqu'à 112 000 $ de liquidité immédiate. 112 000. Oui, c'est 22,4 fois plus rentable, dès le premier jour. La différence ne vient pas de travailler plus dur, mais de la structure de l'offre. C'est juste une autre dimension. Donc la puissance de l'offre peut vraiment tout changer. Mais
J'imagine que même la meilleure offre du monde ne peut pas vendre de la glace en Antarctique. Le livre doit forcément parler de l'importance du public qu'on cible, non? Absolument. C'est même la toute première étape, avant même de penser à l'offre. Et il illustre ça avec une autre de ses paraboles. Un professeur de marketing demande à ses étudiants: si vous deviez ouvrir un stand de hot dogs et que vous ne pouviez avoir qu'un seul avantage sur la concurrence, lequel choisiriez-vous? Spontanément, je dirais les meilleurs ingrédients, ou le prix le plus bas, ou le meilleur emplacement en plein centre-ville. Ce sont les réponses de tout le monde. Mais la seule bonne réponse, selon l'histoire, c'est une foule affamée. Une foule affamée? Oui, si les gens meurent de faim, les détails comme le prix ou la qualité, ça devient secondaire. Ils veulent juste manger. Et trouver cette foule affamée, c'est la priorité numéro un. Ça paraît tellement évident dit comme ça, mais c'est un piège dans lequel beaucoup de créateurs passionnés tombent. Ils créent une solution pour un problème qu'ils aiment sans vérifier si les gens ont désespérément besoin d'une solution et les moyens de la payer. C'est exactement ça. Et il le démontre avec l'histoire, bien réelle cette fois, de son ami Lloyd. Premier acte. Lloyd développe un super logiciel pour les journaux. Une offre sans risque, basée sur le partage des revenus. Une offre géniale sur le papier. Et pourtant, Son entreprise coule. Pourquoi? Parce que son marché, la presse écrite, était en chute libre de 25% par an. Il vendait des gilets de sauvetage sur le Titanic. Il luttait contre un courant trop fort. le vent de face, comme tu disais. D'accord. Et le deuxième acte? Deuxième acte, la pandémie arrive. Lloyd pivote à 180 degrés. Il se lance dans la fabrication de masques. En 5 mois à peine, il réalise des millions de dollars de bénéfices. C'est le même entrepreneur, même talent, même éthique de travail. La seule variable qui a changé, c'est le marché. Exactement, il a trouvé sa foule affamée. L'illustration est parfaite. Mais ça soulève une question un peu dérangeante. Est-ce que ça veut dire que le talent de l'entrepreneur compte moins que la chance de tomber sur le bon marché au bon moment? Hormozit dirait que ce n'est pas de la chance si on sait quoi chercher. Il synthétise les caractéristiques d'un bon marché en 4 critères clés. Premièrement, une douleur massive. Les clients ne se disent pas ce serait bien d'avoir une solution, mais j'ai désespérément besoin d'une solution. Deuxièmement, le pouvoir d'achat. Ils ont les moyens de payer pour la valeur que vous offrez. Ok, douleur, pouvoir d'achat. Troisièmement, la facilité de ciblage. Ces gens sont-ils regroupés quelque part? Dans des assos, des groupes en ligne, des magazines? Et enfin, quatrièmement, la croissance. Le marché est-il en expansion? C'est le fameux vent qui pousse le bateau. Donc Lloyd, avec ses journaux, cochait peut-être la case facile à cibler, mais il ratait complètement la croissance et le pouvoir d'achat qui s'évaporait. Précisément. Et il précise aussi que tous les grands marchés rentables se trouvent dans 3 catégories: la santé, la richesse et les relations. Le but, c'est de trouver une niche affamée à l'intérieur de l'une d'elles. D'accord. On a notre marché affamé, on sait qu'ils ont un problème urgent, les moyens de le résoudre. Maintenant, comment on construit cette offre magique? Cette offre grand chelem? Est-ce qu'il y a une formule? Il y en a une. C'est le cœur de son système FAPEL, l'équation de la valeur. C'est une formule qui décompose ce qui rend une offre désirable dans le cerveau humain. La voici. La valeur est égale au résultat de rêve multiplié par la probabilité de réussite perçue. Le tout divisé par le délai de temps perçu multiplié par l'effort et le sacrifice perçu. Ok, c'est un peu dense, il faut qu'on décortique ça. Prenons-les un par un. En haut de l'équation, il y a les deux choses qu'on veut augmenter. Le résultat de rêve, c'est ce que le client obtiendra. Et la probabilité de réussite perçue, c'est sa confiance dans le fait que ça va marcher pour lui. D'accord, ça c'est le numérateur. Et en bas, ce qu'on veut diminuer. Exactement. En bas, les deux choses qu'on veut diminuer, voire éliminer. Le délai de temps, c'est combien de temps ça prend. Et l'effort et le sacrifice, c'est tout ce que le client doit faire de pénible pour y arriver. Pour rendre ça plus concret, il raconte une conversation qu'il a eue avec son père. Il lui explique un de ses business, et son père, sans rien connaître à l'équation, lui pose spontanément 4 questions. Combien est-ce que je vais gagner? Mm, mm. C'est le résultat. Comment savoir si ça va marcher? Mm. La probabilité. Combien de temps ça va prendre? Mm. Le délai. Et qu'est-ce que je dois faire concrètement? Mm. L'effort. C'est fou. C'est l'équation dans l'ordre posée par quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est puissant parce que ça montre à quel point cette équation est ancrée dans notre psychologie. Elle formalise des biais cognitifs que des psychologues comme Daniel Kahneman ont identifiés depuis des décennies. Le délai et l'effort, en bas, c'est directement lié à notre préférence pour la gratification instantanée et notre aversion pour la complexité. Donc en fait, il met en équation la paresse et l'impatience humaine. C'est un peu ça, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la plupart des entreprises se trompent de combat. Elles se concentrent toutes sur le haut de l'équation, promettre un résultat encore plus incroyable. La course à l'armement. Classique. Exactement. Mais les entreprises vraiment innovantes, selon lui, se concentrent sur le bas de l'équation, comment réduire le temps et l'effort. Il donne un exemple génial, le métro de Londres. Pour améliorer la satisfaction des usagers, les autorités ont dépensé des milliards pour que les trains aillent plus vite, Solution logique, on augmente le résultat. mais ce n'est pas ça qui a le mieux marché. Non, l'augmentation de satisfaction la plus spectaculaire est venue d'une solution psychologique bien moins chère. Les écrans qui indiquent dans combien de temps arrive le prochain train. Précisément. Ça ne rend pas le train plus rapide, mais ça élimine l'incertitude. Ça réduit l'effort perçu, l'attente, la perception de la valeur a explosé pour une fraction du coût. C'est fou. On préfère une solution rapide et facile, même si une autre est meilleure pour nous à long terme. Ça explique tellement de choses dans notre société. Il a un autre exemple, encore plus frappant. Xanax contre méditation. Les deux visent le même résultat de rêve, la relaxation, la paix de l'esprit. Pourtant, le Xanax est un produit qui pèse des milliards. Pourquoi? On applique l'équation Xanax, probabilité de réussite perçue très élevée, délai quasi nul, effort minimal. Il suffit d'avaler une pilule. Alors que la méditation, c'est perçu comme difficile, long et avec un résultat incertain. Voilà. La valeur perçue du Xanax est donc infiniment plus élevée, même si la méditation est bien meilleure pour la santé sur le long terme. La perception bat la logique à chaque fois. D'accord. On a donc cette équation pour construire une offre de grande valeur, mais une fois qu'on l'a, les gens ont tendance à procrastiner. Comment on les pousse à agir maintenant? C'est là qu'interviennent les accélérateurs psychologiques, principalement la rareté et l'urgence. Et là encore, l'anecdote qu'il utilise est savoureuse. Ça se passe lors d'une collecte de fonds organisée par Arnold Schwarzenegger. D'accord, je suis tout oui. L'événement vend des billets à 15 000 $ pièce. Un des gros donateurs, un certain George, prend l'organisateur à part et lui donne un conseil complètement contre-intuitif. Il lui dit augmentez le prix des billets à 25 000 $ et réduisez le nombre de places disponibles. Attends, c'est de la folie. Plus cher pour moins de monde. Mon premier réflexe aurait été de baisser le prix pour attirer plus de gens. Et pourtant, le résultat a été sans appel. Ils ont levé 1 million de dollars de plus avant même le début de la soirée. Le principe qu'il en tire est simple mais puissant. Quand la demande est élevée, réduisez l'offre. C'est une leçon de psychologie incroyable. C'est un principe fondamental. Le désir naît du manque. Ce qui est rare est précieux. Si tout le monde peut l'avoir, personne ne le veut vraiment. L'exclusivité est un moteur de désir surpuissant. Et ça marche pour des sacs à main, des baskets en édition limitée ou des places à un gala. Exactement. Et le livre donne des méthodes très concrètes pour créer cette rareté de manière crédible. Comment on fait alors, sans paraître artificiel? Il y a 3 types de rareté. La première, c'est la rareté de l'offre, un nombre limité de places, au total ou par période. Nous n'acceptons que 10 nouveaux clients ce mois-ci. Ça crée de la demande et une preuve sociale. La deuxième, c'est la rareté des bonus. Les 20 premières personnes à s'inscrire reçoivent également ce bonus exceptionnel. Et la troisième, la plus courante, c'est la rareté temporelle. On appelle ça l'urgence. C'est-à-dire une date limite. Exactement. Notre offre spéciale se termine le 31 mars à minuit. Il insiste sur le fait que les échéances forcent la décision. Sans date limite, la réponse par défaut de l'être humain, c'est «je verrai plus tard». Ce qui veut dire jamais. En général, oui. D'accord. Rareté, urgence. Mais même avec tout ça, il reste un frein énorme. La peur de se tromper, de perdre son argent. Le risque, c'est le tueur de vente ultime, non? C'est le dernier rempart et pour ne faire tomber, Hormozy plaide pour l'utilisation de garanties très fortes. L'idée est d'inverser complètement le risque. Ce n'est plus le client qui prend un risque en achetant, c'est l'entreprise qui prend le risque en vendant. Une garantie comme si vous n'obtenez pas ce résultat, on vous rembourse et on vous donne 1 000 $ pour vous avoir fait perdre votre temps. Ah oui, ça élimine toute hésitation. Totalement. Même si quelques personnes en abusent, l'augmentation des ventes globales compense largement les remboursements. D'accord. Si je résume un peu notre discussion, le grand message de ce livre, c'est d'arrêter de s'obséder uniquement sur le produit. Il faut commencer à penser comme un architecte d'offres. C'est un changement de perspective complet. C'est tout à fait ça. La démarche, c'est la suivante. D'abord, on trouve une foule affamée, un marché en croissance avec une douleur massive. Ensuite, on ose fixer un prix élevé, parce que ce prix participe à la valeur perçue de l'offre.
Puis, on utilise l'équation de la valeur pour construire la proposition la plus alléchante possible. On promet un résultat de rêve, on maximise la crédibilité de cette promesse, et surtout, on se bat pour réduire au maximum le temps et l'effort que le client doit fournir. Et enfin, on enveloppe le tout avec des accélérateurs comme la rareté et l'urgence pour pousser à la décision. Et on élimine la peur avec une garantie en béton armé. Quand tous ces éléments sont alignés, on obtient une offre grand chelem. Ce n'est plus juste une offre, c'est un système conçu pour qu'il soit presque irrationnel de dire non. C'est une approche vraiment systématique en fait. Absolument. Et ça nous laisse avec une pensée finale, une question à méditer. Le livre suggère que la plupart des échecs en business ne viennent pas d'un mauvais produit, mais d'une mauvaise offre. Alors, si on accepte cette idée, la question devient si le succès dépendait moins de notre capacité à résoudre les problèmes logiques du client et davantage de notre capacité à résoudre ses problèmes psychologiques, son impatience, sa paresse, sa peur du risque. Sur quel élément du bas de l'équation, le temps ou l'effort, faudrait-il se concentrer en priorité dès demain pour transformer son offre?